Vas-y, répète si tu l'oses. La dernière trilogie Star Wars, eh ben c'est la meilleure des trois. T'y crois ça, Gary? Je suis le diable, mais même moi, j'ose pas avoir des propos comme ça. Ouais, c'est clair. En fait, patron, les gens vivant en haut là, ils commencent à en avoir un peu marre des confinements et couvre-feu à répétition. Ah bah forcément, oui, mais est-ce qu'ils en ont aussi marre que les Maghrébins qui subissaient un couvre-feu raciste pendant la guerre d'Algérie menant à une manifestation où plusieurs centaines de personnes ont perdu la vie tuées par la police? Ah ouais, on expédie l'intro comme ça aujourd'hui. Ouais, c'est bon, l'animation c'est long à faire, allez au boulot. Ray et Kylo, ils forment un trop beau couple. Bonsoir et bienvenue dans ce débrief sur le massacre du 17 octobre 1961 ou la bataille de Paris. Avant de parler de ce jour en particulier, il faut le remettre dans le contexte de la guerre d'Algérie. Alors, la guerre d'Algérie est une guerre d'indépendance anticolonialiste. Mais avant de parler de cette guerre, il faut la remettre dans le contexte de la conquête de l'Algérie. Alors, la conquête de l'Algérie s'effectue en 1830. Mais avant de parler de la conquête de l'Algérie, il faut la remettre dans le contexte de l'Algérie. Alors, l'Algérie est un pays du Maghreb. Vous devriez peut-être abréger un petit peu, patron, non? Bon d'accord, mais parlons quand même rapidement de la conquête de l'Algérie pour savoir comment tout ça a commencé. Alors, le contexte historique de l'Algérie en 1830. À ce moment-là, le pays est sous la suzeraineté du sultan d'Istanbul et compte environ 3 millions d'habitants. La régence du pays était alors occupée par des Dés. Fallait le dire tout de suite, il est où ce Dédé? Dédé! À l'époque, l'Algérie et la France étaient des partenaires commerciaux. La France, quant à elle, est à un moment particulier de son histoire, puisqu'on est sur la fin de la période nommée la Restauration. En gros, la monarchie a repris le pouvoir après la Révolution française de 1789. Et en 1830, se produit un événement qu'on appelle les Trois Glorieuses, qui correspondent aux journées du 27, 28 et 29 juillet, où une révolution éclate, expulsant Charles X du pouvoir. Louis-Philippe Ier est alors proclamé roi des Français. On l'appellera aussi le roi des bourgeois. Il sera lui-même renversé par une autre révolution 18 ans plus tard. Les bourgeois et les nobles, c'est un peu comme ces sales traces dégueu sur la céramique de ta baignoire, tu sais, t'as beau gratter, ça veut pas partir. On veut pas de roi. Ok, tu veux pas de ce roi-là, mais si je te donnais celui-là? Non. Alors celui-là? Non. Alors celui-là? Ou celui-là, t'inquiète, j'en ai plein. Arrêtez! Et donc, la conquête de l'Algérie dans tout ça, qu'est-ce qui a déclenché cette guerre dont on ressent les conséquences jusqu'à aujourd'hui? Eh ben, je veux pas vous spoiler, mais c'est un petit peu con. En gros, à la fin du XVIIIe siècle, le gouvernement français achète du blé pour l'expédition de Bonaparte. Sauf que pour payer, les Français empruntent de la thune aux Algériens. Ensuite, lorsque les Algériens demandent que les Français rendent l'argent, une demande qui s'est démocratisée de nos jours, le consul de France les envoie gentiment se faire voir et demande même des excuses aux Dés d'Alger pour cette insulte. Comment osent-ils demander de l'argent qui leur appartient ? Et là, t'as Charles X, qui sentait la mer devenir pour lui, qui s'est dit qu'il lui fallait un petit coup de pub pour redorer son image et occuper l'esprit des Français. Il décide donc le 3 mars 1830 d'envoyer une expédition punitive en Algérie pour laver l'affront qui avait été fait à la France. Il prétextera que cette opération a pour but d'endiguer la menace pirate qui sévissait dans la Méditerranée. Cela enclenchera une guerre qui durera jusqu'à ce que l'Algérie soit annexée en 1847, provoquant au passage la mort d'à peu près 1 million d'Algériens, réduisant donc la population du pays d'un tiers. En même temps, il l'avait bien cherché. Hey mon gars, tu peux me prêter un peu de blé s'il te plaît? Ouais, t'inquiète frère, mais tu me le rends après, hein. Ouais, t'inquiète. Et voilà, t'en dis quoi? Tu m'as passé du blé? Moi je te rends des pains. Voilà, maintenant on va faire un petit fast-forward jusqu'en 1954. Je sais, c'est dommage, on va pas parler de tous les bienfaits de cette colonisation, comme le fait que le couscous se soit popularisé chez nous, ou l'exploitation humaine, ou les milliers de morts. Mais vous inquiétez pas, on va parler de trucs marrants quand même. C'est donc en 1954 que la guerre d'Algérie se déclenche. Des groupes nationalistes algériens font surface, captent l'attention de la France et des Algériens, débutant cette guerre d'indépendance. Une guerre qui a provoqué des dizaines de milliers de morts chez les combattants des deux nations, mais aussi parmi les civils. Ça sert à quoi un conflit armé si les gens qui sont pas armés s'en prennent pas plein la gueule après tout? Elle se terminera en 1962 lorsque la France reconnaît l'indépendance de l'Algérie après plus d'un siècle d'occupation.
On va pas s'attarder sur les événements qui se sont passés en Algérie pendant ces temps-là, ça pourrait faire une vidéo entière. On va plutôt parler de ce qui se passait en France et qu'est-ce qui a provoqué cette fameuse bataille de Paris. Sans doute un malentendu qui a été réglé rapidement sans que personne soit blessé. Voyons Gary, qu'est-ce qu'on a dit? C'est moi qui fais les blagues ici. Pendant cette période-là, vous l'imaginez bien, les tensions étaient très fortes entre le gouvernement français, la police et les Algériens vivant en France. Algériens qu'on appelait FMA, pour éviter de dire explicitement juste des Français. FMA, ça veut dire Full Metal Algérien? Non. Et les tensions étaient très fortes, surtout avec le FLN, le Front de Libération Nationale, qui est l'une des organisations responsables du soulèvement de l'Algérie, et l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, qui était une organisation militaire française clandestine d'extrême droite qui combattait pour que l'Algérie reste française. Tout un tas de pratiques sympas ont été utilisées pour prendre l'avantage pendant ce conflit, que ce soit de l'intimidation, de l'assassinat, des nouvelles techniques de torture et autres règlements de compte, et ça de la part du FLN, de l'OAS, mais aussi du gouvernement français. Ici, c'était la salle de la GGN, engin électrique branché sur l'oreille, le sexe. Pour couvrir les cris, les militaires chantaient. C'était une chanson où il était question de « À toi ma petite folie, mon petit grain de fantaisie, toi qui me renverse, toi qui me bouleverse ». Et c'était les deux dernières phrases qu'il répétait encore. « Toi qui me renverse, toi qui me bouleverse, mon petit grain de fantaisie ». On avait des viols qui étaient un peu de deux natures différentes, si j'ose dire. Une partie des viols était une pratique de torture pure et simple, et une autre partie d'autres viols étaient plus des viols de caractère plus collectif et pour satisfaire les soldats qui étaient sur place. Et qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? En 1961, les officiels français sentent que l'Algérie va finir par obtenir son indépendance. Du coup, la répression contre les Algériens qui vivent en France augmente. Les contrôles et les fichages contre tous ceux ou celles qui ressemblent à peu près à quelqu'un du Maghreb se multiplient, même si c'est une pratique qui date même d'avant la guerre. Une tradition respectée encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on a appris sur les traditions dans la vidéo sur la chasse, Gary? C'est important, les traditions. C'est bien. Il y a des milliers d'expulsions d'Algériens pour se débarrasser de ce qu'on appelait les indésirables. Et on commence déjà à retrouver des cadavres étranges un peu partout. Étrange parce que même si avant on retrouvait déjà des cadavres dans les canaux et les fleuves dus à ces luttes internes du FLN, ce dont on parle là, et qui se multipliaient rapidement, n'étaient pas identifiés ensuite par la police. Et tout au long de la guerre, ces cadavres étaient à 99% liés aux affrontements fratricides. Mais là, pendant quelques semaines, la plupart de ces cadavres n'ont plus de nom. Les policiers ne les identifient plus. C'est-à-dire qu'avant cette période, il n'y avait quasiment pas d'Algériens qui étaient inhumés comme FMA inconnus, selon le terme qui était utilisé jusque dans les archives les plus officielles. Et donc on voit la façon de tuer qui change, et on voit aussi la façon d'identifier qui change. De plus en plus de difficultés à identifier les corps. De la part des autorités françaises. De la part des autorités. Parce que tout simplement, dans les services de police, il se sait, et on le sait notamment par les archives syndicales, on voit monter le débat sur des collègues qui soit hors travail, la nuit, avec des équipes, on parle d'équipes, parce qu'il n'y a pas que des policiers dans ces équipés, ou pendant leur travail, se livrent à des exactions qui apparaissent insoutenables, inadmissibles, pour une partie des gardiens de la paix. Mais derrière ce vocabulaire, il y a des passages à tabac et des assassinats. Exactement. Et enfin, le préfet de police Maurice Papon décrète un couvre-feu spécifiquement pour les Algériens de 20h30 à 5h du matin. Ça va, le couvre-feu en 2021, il était à 19h, je vois pas pourquoi il râlait. Cette mesure est mise en place pour réduire les attentats que le FLN effectue en France. Mais du même coup, ils ont ostracisé la totalité des Algériens français, dont certains ne soutenaient même pas le FLN. Et donc, le 17 octobre 1961, le FLN appelle les Algériens à sortir dans la rue pour montrer leur présence. Entre 20 000 et 30 000 personnes sortent dans les rues de Paris à différents endroits pour protester pacifiquement contre cette répression raciste, et c'est là que ça part en cacahuète. Maurice Papon, juste, lâche les policiers. Chauffé à blanc par des phrases telles que « pour un coup reçu, nous en rendrons 10 » ou le fait que Papon les appelait ses soldats. On lâche la bride et on laisse faire. Papon, 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 papon. Ouais bon d'accord, j'arrête, mais déjà sois content que je me sois retenu de faire une blague sur les accords déviants, hein. お母さん、あれ
En plus, des messages mensongers ont circulé le soir même à propos d'assassinats d'agents de police, galvanisant encore plus les forces de l'ordre. Et donc, inévitablement, il y a affrontement. Et alors, quel est le bilan de cet affrontement? 3 morts selon le bilan officiel, ou 200 et plus, selon les travaux récents d'historiens. Eh ben, les policiers de l'époque, ils étaient sacrément mauvais en maths. Alors, Jérémy, dis-moi quel est ce nombre-là? 3. Non, Jérémy, c'est 200. Dis-le après moi. 200. 3. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, il est parfait, vous pouvez l'embaucher tout de suite. T'as entendu, mon gars? Jérémy content. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est pas sûr du nombre exact de victimes. Certaines sont mortes sur place, et donc leurs corps ont pu facilement être découverts, mais d'autres ont été retrouvés bien plus tard dans la Seine. D'autres sont mortes après coup à cause de leurs blessures, alors qu'elles étaient expulsées en Algérie. Dans tous les cas, aujourd'hui, on parle d'entre 200 et 300 morts. Mais ce dont on est sûr, c'est que la police a ouvert le feu sur les manifestants, que des personnes ont été tabassées à mort dans les ruelles, que d'autres ont été tuées après leur incarcération, et que les policiers ont balancé des dizaines de personnes dans la Seine. L'étau s'est serré sur les Algériens, la police, et à ce moment-là, ils prenaient des Algériens et les jetaient à la Seine. Et puis voilà, ils ont chargé, et puis c'est la peur, ils ont tiré, et eux, les autres foutaient le camp, quoi. Alors, il y a un petit mur, et il y en a un qui a essayé de se sauver, il a été pris par une rafale, et il est mort. Et l'autre, celui-là, c'est le blessé. Ce qui est marquant avec cette histoire, c'est que même si des événements similaires arrivaient régulièrement dans les colonies françaises, c'était la première fois que ça arrivait au beau milieu de la capitale. Et ce qui est marrant, c'est que... on n'en a pas trop parlé. Et si on a des traces tangibles de ces événements, c'est grâce aux archives, à des témoignages, à des journalistes qui parfois frôlaient l'illégalité, mais aussi grâce à certains policiers qui n'étaient pas d'accord avec la façon dont la crise était gérée. Il y a eu un véritable phénomène d'occultation et d'impunité. Il y a un tas de journaux qui les ont refusés. La Vie catholique m'a dit elles sont formidables tes photos, mais elles vont choquer mes lecteurs. À France Nouvelle, ils m'ont dit oh terrible, terrible tes photos, mais on peut pas les saisir, on va les saisir si on les publie. Mais je dis c'est le rôle d'un journal. Il est possible de mettre en évidence des systèmes de répression et des systèmes d'occultation. Rien que la presse de l'époque nous explique très bien que à la fin du mois d'octobre, des juges d'instruction sont saisis de 80 dossiers de repêchés. Mais on a une enquête qui est une enquête dilatoire, dans le sens où à partir du moment où vous ouvrez une instruction judiciaire, cela empêche une enquête parlementaire. Or, le débat parlementaire montant de plus en plus, le débat dans la presse montant de plus en plus, il s'agissait de le refermer. Évidemment, certains médias ont été censurés et les responsables hiérarchiques préféraient ne pas en parler, comme le fameux préfet de police en charge de cette manifestation, Maurice Papon, dont on parlait tout à l'heure. Mais qui c'est que c'est qui ce cher Momo? Maurice Papon a longtemps travaillé au gouvernement avant cette affaire, que ce soit dans l'administration ou dans l'armée. Mais ce pourquoi il est connu et ce pourquoi il a été traîné devant la justice, c'est son rôle dans le régime de Vichy. En effet, en 1942, il est secrétaire général de la préfecture de la Gironde et il aurait participé à la déportation d'à peu près 1600 juifs pour le compte des nazis avant d'être nommé préfet de police. Il a été jugé coupable en 98, mais il a fui vers la Suisse pour échapper à sa sentence avant d'être rapatrié en France où il mourra en 2007, enterré avec la Légion d'honneur. Et lorsqu'on dira à son avocat qu'il n'avait plus le droit de la porter, il dira « Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Mais t'as vraiment envie d'aller déterrer et d'ouvrir le cercueil d'un vieux moisi devant tout le monde? Hein? Vas-y, c'était chaud. Vas-y, on te regarde? Non? Eh ben, ferme ta gueule. Donc on voit bien le tableau, une population historiquement et quotidiennement opprimée, des policiers sur les nerfs et un responsable tout droit sorti de Vichy. T'as tous les ingrédients pour faire une belle soupe de sang avec des vrais petits bouts de molaire dedans. Pour revenir aux manifestations, celle du 17 octobre 1961 a été aussi un peu occultée par la manifestation de Charonne le 8 février 1962. À ce moment-là, l'OAS, donc les militaires d'extrême droite, multiplie les attentats contre les officiels français qui tendent de plus en plus vers la libération de l'Algérie. L'OAS fait exploser une partie de la maison du ministre des Affaires culturelles, André Malraux, blessant sévèrement une jeune fille de 4 ans au passage. Et c'est en réaction à ça que la gauche française manifeste le 8 février. Et qui c'est qui est là pour réprimer les manifestants? Oui, c'est notre cher Momo le tabasseur! Tout
toujours là puisqu'il a montré son efficacité contre les Algériens et finalement, cette manifestation se terminera dans la station de métro Charonne où les policiers acculeront les manifestants dont 9 perdront la vie. Mais bon, à ce niveau-là, le gouvernement français avait déjà l'habitude de tuer des communistes. On se rappelle les 20 000 morts en une semaine de la Commune de Paris. Ils ont même fait un bâtiment pour fêter leur massacre et pour, je cite, rétablir l'ordre moral. Oui, la morale c'est important, sans elle on tomberait inévitablement dans la barbarie la plus totale. J'ai mal. Ta gueule. Donc oui, voilà, la morale, tout ça... Dans tous les cas, comme pour le massacre de mai 67, dont on a déjà parlé sur la chaîne, ce qui est intéressant, c'est le fait que même les descendants de la communauté qui a subi ce massacre ne sont pas forcément au courant de ces événements. Il y a eu peu d'éducation en France sur ces moments pourtant récents. Alors qu'on n'arrête pas de nous casser les oreilles avec la culture française, la grande histoire de la France, être un bon Français, être fier d'être Français, et je suis bien d'accord. Soyons fiers des massacres, des répressions, des innombrables horreurs que la France a pu perpétuer. Je veux dire, si t'aimes la France, au bout d'un moment, faut assumer toute l'histoire et pas seulement les jolis trucs. Et assumer octobre 61, on l'a un petit peu fait. François Hollande a fait un mini discours avant son élection histoire de gratter quelques voix. Tout simplement rappeler ce qui s'est produit ici, c'est-à-dire plusieurs dizaines de morts dans des conditions tragiques. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée de reconnaître notre histoire sanglante. D'autres préféraient juste l'ignorer. Et moi j'en ai assez que tous les 15 jours, la France se découvre une nouvelle responsabilité, met en avant sa culpabilité permanente. On est déjà dans un pays qui est en dépression nerveuse quasi permanente. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est relou, quoi. Dites patron, c'est vous qui avez mangé mon déjeuner? Ouais, c'est moi, ouais. Et c'est vous qui avez craché sur les miettes qui restaient histoire que je puisse vraiment rien manger du tout? Ouais, c'est possible, ouais. Et c'est vous qui avez mis un piège avec des serpents juste devant les miettes pour que je galère encore plus à les atteindre? Ouais, ça doit être moi, ouais. Du coup, c'est vous qui faites ça systématiquement à chaque déjeuner depuis plusieurs années? Oh, ça va aller au bout d'un moment d'essayer de me faire culpabiliser comme ça? Putain, mais quel chieur, c'est bon. J'ai dit que c'était moi, pas autre chose. T'es vraiment coincé dans le passé. Putain, je me sens agressé à force. Ah oui, bah je suis désolé, patron, désolé. Ah bah tu fais bien, ouais. Enfin bref, pourquoi je vous parle de tout ça? Eh ben c'est parce que même sans chercher à culpabiliser qui que ce soit, c'est important de prendre des leçons de l'histoire. Un récit national, fait pour mettre en avant un pays, aura des leçons particulières à enseigner et il faut faire attention à ça. Surtout dans nos temps agités, où racisme et répression vont bon train et où les tensions entre le gouvernement et les gens sont au beau fixe. Et donc, quelle est la leçon à retenir de cette manifestation du 17 octobre 1961? Eh bien... si vous voulez balancer quelqu'un dans un fleuve sans laisser de traces, il vaut mieux l'attacher avec un poids. Un bout de métal, de béton ou une pierre fera l'affaire. Et lorsque vous avez plusieurs personnes dont vous voulez vous débarrasser, vous pouvez les attacher ensemble, entravant ainsi leur mouvement et réduisant non seulement leur chance de survie, mais aussi la probabilité qu'on les retrouve un jour, vous épargnant donc bien des soucis plus tard. Voilà, j'espère que vous aurez appris votre leçon d'aujourd'hui, et j'espère aussi vous revoir bientôt sous de plus mauvaises augures. Et n'oubliez pas que l'enfer est pavé de bonnes intentions.